2, 1... Salut l'équipe, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, sur ma chaîne YouTube, c'est le jour des best-of de live Twitch en mode Crystal Ball. Là, on l'a vu, la saison a commencé, et il y a quelques joueurs qui commencent à percer, de façon assez impressionnante. Parmi eux, il y en a plusieurs qui ont été sous le radar ces dernières années, et qui n'ont jamais obtenu de sélection au All-Star Game par exemple. Voilà pourquoi je me suis dit que c'était intéressant de parler d'eux aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Quels sont les joueurs qui pourraient obtenir leur première sélection au All-Star Game cette année? Vous avez sûrement vu l'info passer. Pour le All-Star Game de cette année, qui va être prévu à Indianapolis, la NBA, pour mon plus grand plaisir, a décidé de revenir à l'ancienne formule en mode Est contre Ouest. Donc il y aura toujours des capitaines, mais c'est fini les capitaines qui font leurs équipes, qui draftent leurs équipes. Et perso, je trouve que, même si c'est vrai que l'espoir de retrouver une certaine rivalité entre l'Est et l'Ouest est infime, je me dis que c'est sûrement bien mieux comme ça, parce que pour moi, cette rivalité entre l'Est et l'Ouest, elle est complètement historique, et ça m'avait embêté, ça m'avait même manqué de voir qu'elle avait disparu ces dernières années. Pour le score, c'est pareil, on revient sur des trucs plus traditionnels. Fini le target score, et ça me va bien. On revient à la formule classique de 4 x 12 minutes, comme un match NBA, et tout ça c'est plus cohérent à mon sens. Pour ce qui est des votes par contre et des sélections des joueurs, sachez que rien ne bouge. On fait comme on fait depuis des décennies. On sélectionne 12 joueurs par conférence, les titulaires sont choisis par les fans, par les coachs et par les médias, tandis que les remplaçants, par les fans, par les joueurs et par les médias, les titulaires et les remplaçants, eux, sont choisis par les coachs. Et justement, en sachant ça, en sachant qu'il va y avoir 12 titulaires par conférence, eh bien on se dit que pour ce match des étoiles, il y aura forcément des candidats obvious, des habitués qu'on va pas citer aujourd'hui, mais qu'il y aura aussi forcément également des nouveaux venus. Parce que l'année dernière, on s'en rappelle, des nouveaux venus. On a eu Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., Anthony Edwards, Lauri Markkanen et De'Aaron Fox. Donc ça fait 6 joueurs qui ont obtenu leur première étoile l'année dernière, c'est quand même un bon chiffre, 6 débutants au All-Star Game. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas repartir sur ces 6 joueurs qui ont fait leur All-Star Game l'année prochaine, et en présenter 6 qui pourraient le faire cette année. Donc c'est ce que j'ai essayé de travailler, c'est ce que j'ai essayé de vous préparer avant ce live, et donc c'est ce que je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 joueurs, mais aussi 4 mentions que je ne pouvais pas ne pas évoquer, qu'on évoquera à la fin. On parlera d'elles beaucoup plus brièvement, mais je trouve que ça va être intéressant de les évoquer. Donc 10 noms finalement en tout, 6 plus 4 petites mentions, qui cette saison pourraient participer à leur premier All-Star Game en carrière, et donc préparez-vous à du lourd. Et sachez également que en fin de live, en fonction des sondages qui vous seront proposés par la modération durant tout le live, on classera un petit peu parmi ces 10 noms, lesquels selon vous ont le plus de chances de participer au All-Star Game et lesquels ont le moins de chances. On va faire un top 10 à la fin, et ça va être super intéressant, même si je vous le répète, les 4 mentions, on n'en parlera que très brièvement. Le premier que je vous présente, vous le voyez sur le visuel, c'est Paolo Banchero. Maintenant, il faut que je parle un petit peu de mes visuels, vu que la saison NBA vient de commencer et que l'échantillon de match qui a été disputé est trop faible à mon sens pour que je vous affiche des stats, et surtout que les statistiques de ce début de campagne soient vraiment cohérentes, mais je me suis dit que c'était plus intéressant de vous afficher, plutôt que des stats sur seulement 2-3 matchs, les stats que Basketball Référence envisageait pour ses joueurs avant le début de saison. Ils font ça grâce à un outil mathématique qui, je connais pas vraiment sa valeur, mais ça reste toujours intéressant de le critiquer, parce que vous le verrez, oui, pour certains joueurs, ça me semble discutable, même si c'est peut-être moi qui me trompe, parce que soit je suis trop optimiste, soit je suis trop pessimiste. Et bref, pour Paolo Banchero, vous le voyez, ce qui est envisagé pour cette saison, ce serait des stats proches de 22 points et 7 rebonds, avec 4 passes décisives de moyenne, et des pourcentages qui resteraient très moyens, cependant, en raison, on le sait, d'une sélection de shoot qui est parfois douteuse chez ce joueur qui effectivement fait encore ses débuts en NBA et a besoin de gagner en maturité. Maintenant, il faut savoir qu'après une première saison très réussie, et qui a été conclue par le trophée de rookie de l'année, on a un ailier fort, ça se voit, qui compte bien continuer de franchir des étapes qui pourraient être collectives maintenant. Individuellement, il a fait beaucoup de choses l'année dernière, et maintenant place au collectif, avec cette équipe d'Orlando jeune et ambitieuse, qui commence bien la saison aussi, et pour qui peut-être une accession au play-in semble potentiellement possible. Quoi qu'il en soit, je me dis que pour cette équipe, que ce soit possible ou non, ça doit être un objectif. Le play-in en ligne de mire, je pense que Orlando, ils en sont là au niveau des buts qui se fixent pour cette saison. Et là je me dis que oui, si le Magic réussit à choper suffisamment de victoires pour s'afficher dans la course, disons entre la 8e et la 10e place au minimum, pourquoi pas plus haut, on a un Banchero qui, s'il poursuit sur son rythme de la saison passée et améliore ses chiffres,
ou même garde les mêmes que l'année dernière, hein, a tout à fait de quoi remplir pas mal de cases qui lui permettraient d'être All-Star. Après, à l'Est, il faut s'en rendre compte, un peu comme sur tous les, dans les deux conférences et dans tous les postes, hein, vous le verrez, mais sur le frontcourt, à l'Est, il y a des concurrents, comme Giannis Antetokounmpo, comme Joel Embiid, comme Jason Tatum, qui eux devraient être des All-Star no-brainer. Il y a aussi du Bam Adebayo, du Jimmy Butler et du Jaylen Brown, qui, on verra si cette année il est considéré comme un frontcourt ou comme un garde, parce que les dernières années il était considéré comme un garde, mais tous ces mecs qui pourraient rejoindre la sélection. Sauf qu'après ça, on a encore des joueurs, Julius Randle, Pascal Siakam, DeMar DeRozan, et j'en oublie. Mais malgré tous ces joueurs qui peuvent choper une sélection, je trouve que Paolo Banchero peut peut-être se glisser parmi eux pour trouver une place, sachant que même si ce n'est pas souhaitable, comme on le dira pour chaque joueur dont on parlera aujourd'hui, il faut savoir que chaque année, des blessures libèrent des spots pour des jeunes talents comme Banchero, hein, qui potentiellement peuvent disputer leur premier All-Star, et qui pourraient donc frapper à la porte dans la mesure où a priori 6 ou 7 places de frontcourt seront disponibles dans chaque conférence. Et donc en fait, Banchero, pour qu'il aille choper cette étoile, beaucoup de choses dépendront, je pense, de la compétition du Magic. Si l'équipe elle répond aux promesses qui sont placées en elle et que Banchero montre qu'il peut faire gagner cette équipe au moins un minimum, il deviendra alors difficilement envisageable de ne pas penser à lui, surtout que, moi je trouve, dans son jeu spectaculaire et son attitude, il possède beaucoup d'arguments pour devenir peu à peu, et pourquoi pas dès cette saison, un joueur qui sera très apprécié des fans. Donc ouais, pour ça, je pense qu'au moment des votes, il faudrait imaginer que Orlando se situe au moins top 8, ce sera difficile, mais c'est possible, notamment si le sophomore continue ses progrès, qu'il soigne davantage sa sélection de shoot pour améliorer ses pourcentages, il y a moyen. Si c'est pas lui, ça peut être Franz Wagner aussi, c'est important d'en parler, qui lui commence bien la saison du côté d'Orlando, une équipe d'Orlando qui pour l'instant tourne bien, il faut le dire, même si c'est difficile de s'enflammer pour le début. Parce que ouais, il faut le dire aussi, du côté de Paolo Banchero, statistiquement, on a des débuts un petit peu poussifs cette saison, et jusque-là, il peine un petit peu à confirmer ce qu'il a montré lors de sa saison rookie, même si au moment du live, il a joué que 2 matchs et c'est difficile de trouver de réelles conclusions là-dessus. Encore une bonne raison de pas mettre les stats de ce début de saison tellement ça veut pas dire grand-chose. Pour le moment, c'est sûr, sa moyenne de points est plus basse que prévu, ses pourcentages ne sont pas fous, mais en contrepartie, il fait plus de passes, et Orlando gagne des matchs, je trouve ça prometteur, et je suis persuadé que si ça continue collectivement, lui, il va vite relever la barre, relever la tête individuellement. Donc quoi qu'il en soit, on le sait, en plus de ça, chez les sophomores, c'est fréquent de voir un grand bond en avant dans leur approche du jeu, dans leur maturité, ils deviennent plus propres, ils deviennent plus mûrs, et justement, c'est tous ces éléments-là qui manquent un petit peu, je trouve, à l'italo-américain, et qui pourraient lui permettre de passer un step. Je pense également qu'en ce sens, avoir passé un été avec Team USA sous les ordres de Steve Kerr, ça peut encore l'avoir fait mûrir, ça peut lui avoir appris des choses, et ça peut lui permettre d'aller de l'avant. Donc oui, il reste pas mal de cases à cocher pour Banchero avant d'être All-Star. Ses débuts individuels cette saison laissent planer quelques doutes, même si encore une fois ça fait que 2 matchs et c'est difficile de tirer des conclusions, mais peu importe, moi je l'en sens capable de redresser la barre, de faire quelque chose de bien, et s'il y arrive aussi bien individuellement que collectivement, je pense que dans le frontcourt de l'Est, il y aura bien moyen, à la fin, de lui trouver une petite place s'il finit de cocher les cases qu'il doit cocher. Deuxième joueur dont je vais parler aujourd'hui, Desmond Bane, qui avec la suspension de 25 matchs de Ja Morant est clairement attendu pour au moins le temps de l'intérim devenir l'option 1 offensive no-brainer de cette équipe de Memphis, et ce qu'il est en train de faire. Si dans les stats projetés par ESPN, ça se voit qu'il est attendu fort, à quasi 23 points par match, son début de saison confirme parfaitement cette tendance, au moins d'un point de vue statistique, parce que le mec, on l'a vu, c'est clairement le leader offensif de Memphis. Pour l'instant, alors même si encore une fois il est trop tôt pour tirer des conclusions, il score 24 points par rencontre, il défend toujours très très fort, sauf que pour le moment, ses pourcentages sont un petit peu en baisse par rapport à d'habitude, ce qui fait que les Grizzlies sont très décevants en ce début de saison et enchaînent les défaites, vu qu'au moment de ce live, ils sont à 0 victoire pour 3 défaites. Après, c'est pas pour ça que l'équipe et que Desmond Bane, au niveau des pourcentages, ne va pas relever la tête rapidement, aussi bien individuellement que collectivement. Regardez, de toute façon, un petit peu sa trajectoire depuis sa draft en 2020. Chaque année, Bane, il a progressé au scoring, il a progressé au rebond, il a progressé au pass, il a progressé dans les pourcentages. Je dis pas qu'il progressera encore dans tous ces domaines cette année, mais il y a des chances qu'il puisse continuer son step-up peu à peu, même si au bout d'un moment il atteindra son plafond. Je pense même, c'est un petit peu un hot take ça, mais je pense même que si c'était pas blessé l'an dernier au mois de novembre, parce que ça a marqué un petit coup d'arrêt dans sa saison, on aurait déjà pu penser à lui pour le All-Star de l'année dernière, tellement sa saison elle partait sur les chapeaux de roue, parce que justement avant sa blessure il tournait à près de 25 points par match, et ça montrait qu'il pouvait avoir justement des stats de dingo. Malheureusement pour lui, après son retour, il lui a fallu un petit peu de temps pour retrouver le rythme l'an passé, et quand les votes ont débuté, quand les votes se sont ouverts,
Au vu de la concurrence, il devenait compliqué d'imaginer que Bane allait obtenir sa première étoile. Cette année, même si ce sera pas simple pour les Grizzlies de rester aussi compétitifs qu'à leur habitude au vu de l'absence de Steven Adams pour toute la saison et de la suspension de Ja Morant jusqu'en décembre, fin décembre même, il me semble que c'est le 19 de mémoire, on a un Bane qui va avoir le champ libre pour attirer tous les projecteurs et prouver à la terre entière tout son talent. De toute façon, ça s'est vu, à chaque fois qu'à Memphis, il y a eu des absents et qu'il fallait que quelqu'un prenne le relais offensivement, Desmond Bane, il était toujours là, il continuait à défendre, mais en plus de ça, il saisissait les opportunités pour augmenter son niveau de jeu. Pour moi, si les Grizzlies se montrent suffisamment compétitifs cette saison et s'affichent dans le top 8 de leur conférence au moment de l'ouverture des votes, objectif que l'équipe quand même se doit de réaliser au vu de leurs ambitions, il leur faudra un All-Star. Et si au premier abord on pourrait penser à Jaren Jackson Jr., qui lui a obtenu sa première étoile l'an dernier, je pense que si Bane continue à s'afficher comme le leader offensif de ces Grizzlies, c'est avant tout à lui, avant Triple J, qu'il faudra penser pour représenter et récompenser son équipe. Franchement, s'il produit les chiffres que Basketball Référence projette pour lui, et il est capable de le faire, et peut-être même mieux je pense, et qu'en parallèle Memphis se classe bien, et que Desmond Bane n'est pas élu, il pourrait faire partie des plus gros snubs de ce All-Star Game. Pour ça, bien sûr, je l'ai dit, il faut que Memphis gagne, mais franchement, à ce niveau statistique, ça pourrait être une grosse déception qu'il soit pas élu. Après, bien sûr, lui aussi, il va devoir faire face à la concurrence sur les postes de guards. On a du Stephen Curry, du Devin Booker, du Shai Gilgeous-Alexander, du Anthony Edwards, tous ces mecs qui paraissent indéboulonnables. Et ceci dit, encore une fois, même s'il y a des no-brainers, des obvious, des indéboulonnables, personne ne sait ce qui peut se passer pour eux d'ici le moment des votes. Même si, encore une fois, je n'espère aucune blessure. Mais après eux, on a encore d'autres gars. On a du De'Aaron Fox, on a du Kyrie Irving, qui pourraient aussi avoir leur mot à dire au moment de la sélection. Néanmoins, pour moi, Bane, il se trouve juste derrière eux, si ce n'est au niveau de certains, et je pense que il est capable, s'il confirme son bon début de saison, aussi bien de manière individuelle que collective, de toquer à la porte lui aussi. Maintenant, on l'a vu, ces dernières années, les Grizzlies de Taylor Jenkins, ils l'ont plusieurs fois montré, ils peuvent rester compétitifs sans Ja Morant, même si pour le moment ce n'est pas le cas. Dans ces situations, on a un Bane qui se montre souvent excellent, et je pense qu'avec plus de tick et shoot, on pourrait le voir encore plus se libérer, et pourquoi pas complètement exploser d'un point de vue statistique cette saison. Le mec, c'est un tireur de loin qui est très sûr, et sa panoplie de scoreurs, au fur et à mesure que sa carrure et que sa musculature se sont développées, sa panoplie, elle est devenue vraiment, vraiment large, pour mettre des buckets dans tout un tas de positions, dans tout un tas de situations différentes, tout en gardant des pourcentages qui sont d'une propreté assez folle, en tout cas jusqu'à ce début de saison, où pour le moment c'est un petit peu plus délicat. Aujourd'hui, Desmond Bane, c'est pas qu'un défenseur comme ça pouvait l'être en début de carrière, c'est vraiment un scoreur aux 3 niveaux. C'est fort aussi de voir que généralement un joueur comme lui garde sa super efficacité, en tout cas dans les années précédentes, même quand il est davantage responsabilisé. En tout cas, c'est bon signe, ça montre qu'avec pas mal de tickets shoot, il se met pas à croquer comme d'autres joueurs le font. Il faudra juste voir comment il va pouvoir s'adapter à la pression défensive qui forcément sera plus forte sur lui s'il doit agir comme une option 1 offensive. Il en fait un petit peu les frais actuellement, mais s'il arrive à s'adapter, et je l'en sens capable vu que c'est un joueur intelligent, je me dis que Desmond Bane pourrait très bien obtenir sa première sélection All-Star en carrière cette saison. Son impact dans tous les secteurs du jeu sera trop important, je pense, pour qu'on puisse le snobber complètement si Memphis arrive enfin à gagner des matchs. Donc à lui juste maintenant d'arriver à faire gagner sa team sans Morant et sans Adams, ce sera le plus difficile, mais s'il y arrive, je pense que Desmond Bane peut remporter sa première étoile cette saison. Il est temps maintenant d'évoquer Mikal Bridges, et quand je vois les stats que projette Basketball Référence pour lui, je ne peux qu'affirmer mon profond désaccord parce que je suis bien plus optimiste que ça. Pour moi, le joueur, dont les qualités défensives ne sont plus du tout approuvées, a largement montré qu'il avait progressé d'un point de vue offensif, et quand l'on voit que l'an dernier, sur les 27 matchs de saison régulière qu'il a disputé sous le maillot des Nets, il a tourné à plus de 26 points par match, ce serait une immense déception de le voir finir sa campagne 2023-2024 à seulement 18 petits points par rencontre. Bon, maintenant, après, si on regarde un petit peu ce qu'ont fait les Nets jusque là, sur le début de saison, clairement ils sont en rodage, ils gagnent pas beaucoup, et on a un Bridges qui a du mal à poursuivre sur ses standards de l'an passé, notamment parce que ses shoots ne rentrent pas avec un pourcentage suffisamment important. C'est le même problème que Bane. Ceci dit, encore une fois, c'est que le début, on a un joueur qui a encore largement le temps de redresser la barre, et je suis persuadé qu'il a suffisamment de ressources mentales, mais aussi de ressources dans son jeu, pour réussir justement à faire quelque chose de bien cette saison, lui qui nous a donné l'habitude de montrer à quel point sur un terrain il pouvait être un joueur intelligent qui était capable d'apprendre de ses erreurs. J'apprécie également que dans son équipe, avec le retour en forme de Ben Simmons, en tout cas il a l'air en forme, il score toujours pas beaucoup, mais à chaque fois il est proche des triple-doubles,
double, on ait un Bridges qui puisse bénéficier d'un facilitateur élite qui lui permettra d'être trouvé dans les bons spots, dans les bonnes conditions. Ajoutons à ça que le joueur c'est un Ironman qui n'a jamais loupé un match de toute sa carrière et que son équipe possède au moins sur le papier tout plein d'arguments pour éviter de se retrouver trop mal classé, et je me dis que ouais, lui aussi peut remplir tout un paquet de critères nécessaires à valider pour obtenir une sélection au All-Star Game. Un mec qui non seulement tous les soirs se tape en défense le meilleur attaquant adverse et qui en attaque est utilisé comme option 1 au sein d'une équipe potentiellement compétitive, bah ouais, je pense qu'il faudra forcément au moins penser un petit peu à lui quand il sera temps de voter, et que si on doit élire un All-Star obvious du côté de Brooklyn, ce sera Michael Bridges. Malgré le bon début de saison d'un point de vue du scoring de Cam Thomas, Michael Bridges est beaucoup plus complet. Cam Thomas, ça peut être le scoreur numéro 1, mais pour moi, le cœur et l'âme, celui qui fera beaucoup plus de choses, qui peut faire des passes décisives, même s'il doit progresser dans son playmaking, qui peut défendre et scorer, c'est Michael Bridges. Quand pour moi, bah, Cam Thomas, c'est quand même plutôt un scoreur. Donc maintenant, bah, pour Michael Bridges, bien sûr, la route, elle sera pas sans obstacle hein, pour lui, et avant de s'enflammer, il va falloir qu'il puisse confirmer qu'il a les capacités nécessaires pour évoluer au niveau affolant qu'il a atteint en fin de saison dernière. Pour moi, s'il arrive à tourner, alors je dis pas à 26 points, hein, comme sur la deuxième partie de la saison passée, mais ne serait-ce qu'à 22-23 points par match, et que son équipe se classe dans le top 6 de la conférence Est, ce qui ne sera pas simple, mais qui reste possible, ça deviendra au moins un remplaçant All-Star no-brainer. Si l'équipe performe un tout petit peu moins bien et que finalement il score qu'une vingtaine de points, ce sera plus compliqué, c'est sûr, mais perso, j'ai l'impression de connaître au moins un minimum son potentiel, et quand je me rends compte de ça, et quand je me rends compte du niveau qu'il est capable d'atteindre, ça me rend plutôt optimiste le concernant, en tout cas plus que ce que les Basketball Références. Aujourd'hui, comme je disais, c'est lui la pièce maîtresse des Nets, et si l'équipe se classe suffisamment bien pour mériter d'avoir un All-Star, je vois pas comment. Cam Thomas, vous pouvez me dire, Ben Simmons, vous pouvez me dire qui vous voulez, je vois pas comment donner le sésame à quelqu'un d'autre que Michael Bridges. Et puis même si l'équipe déçoit, je pense que le joueur est largement capable à tourner à des chiffres suffisants pour qu'au moment des votes, on puisse peut-être de temps en temps lui attribuer une voix. Après, il faudra voir si la NBA le considère plutôt comme un garde ou plutôt un front-court, lui qui peut évoluer au poste 2 ou au poste 3, et dans les deux cas, il aura de la concurrence. Donc ça change pas grand-chose, je dirais, même si je pense qu'il aura peut-être un petit peu plus de place et un petit peu plus d'occasion s'il est considéré comme un front-court. Donc à lui maintenant de confirmer que son niveau de fin de saison dernière, c'était pas que de la poudre aux yeux, de montrer qu'il sera capable de le maintenir sur cette saison, sur la durée, si c'est le cas, et j'y crois, pour lui, qui je pense a largement aussi appris cet été sous le maillot de Team USA, une première sélection All-Star en carrière, ça pourrait lui tendre les bras, dans la mesure où pour moi, il a d'ores et déjà le niveau pour s'afficher comme l'un des tout meilleurs 3&D de toute la NBA, Michael Bridges. Maintenant, parlons de Jalen Brunson, qui l'an dernier n'a pas été All-Star, certes, sauf que quand on a vu le niveau qu'il a atteint sur la deuxième partie de sa saison, on s'est rendu compte rapidement qu'il a peut-être été un petit peu oublié trop vite, lui qui pour moi est devenu aujourd'hui le leader incontesté de cette équipe des New York Knicks. Bien sûr, Brunson, lui, c'est un arrière, c'est un garde, et Julius Randle, qui lui a été All-Star, c'est un front-court, donc c'est difficile de les comparer. Mais si aujourd'hui je devais en choisir un seul parmi les deux pour participer au All-Star Game, je prendrais Jalen Brunson sans bégayer, mais vraiment, directement, sans même réfléchir si je devais le comparer à Julius Randle. Ok, comme je l'ai dit, les deux coéquipiers c'est pas des concurrents directs, mais le statut qu'a pu obtenir le meneur en playoff et sur la fin de saison dernière, et la façon aussi dont il a porté son équipe, c'est clairement pas passé inaperçu aux yeux des fans et des observateurs. Et ça, à mon sens, ça peut vraiment jouer, parce qu'aujourd'hui, quand on pense New York Knicks, on pense largement à Jalen Brunson avant de penser à Julius Randle. Donc quand il sera temps de choisir les remplaçants de la conférence Est, les coachs ils pourraient garder ça en tête. Après, encore une fois, j'ai un petit peu de mal à comprendre les projections de Basketball Référence, même si pour moi, il y a rien de scandaleux. Eux, ils le voient réaliser une moins bonne campagne statistique que l'an dernier. Du coup, je dis pas qu'il fera forcément mieux que ses 24 points par match de la saison passée, mais à mon sens, il a déjà suffisamment prouvé qu'il pouvait faire au moins aussi bien, même si tourner à 22 points, ça représenterait pas non plus une régression abominable, surtout s'il tourne avec les pourcentages excellents qu'il est capable d'afficher. Par contre, encore une fois, comme beaucoup de joueurs qu'on a abordés jusque-là, son début de saison, c'est sûr, il est poussif, notamment en raison d'une adresse qui est bien inférieure à ce dont il nous a habitués. Maintenant, on le sait, les Knicks, ça représente quand même un énorme marché en NBA, c'est une équipe que les médias adorent mettre en valeur, adorent mettre en lumière, et si Brunson confirme qu'il est, oui, le gros leader de cette escouade, qui clairement peut continuer à se montrer compétitive, cette exposition, cette mise en lumière, au moment des votes, elle pourrait avoir son importance. L'an dernier, c'est vrai, il lui a fallu un petit peu de temps pour s'adapter, et il est surtout monté en puissance lors de la deuxième partie de sa saison, mais maintenant que son rôle est clair à New York, que tout le monde le connaît, son rôle, que tout le monde connaît son statut, lui qui a déjà largement prouvé qu'il était capable d'assumer justement
et d'enfiler, d'endosser ce costume de leader de l'équipe, je le sens capable de s'affirmer suffisamment pour que les votants pensent un minimum à lui cette année. C'est une espèce de catalyseur chez Phoenix, et même si désormais les adversaires n'ont plus le choix que de lui envoyer sur le dos leur meilleur défenseur extérieur, Brunson, il semble avoir les qualités, à la fois dans son jeu et dans sa tête, pour continuer à performer suffisamment pour que les lumières soient sur lui dans la franchise de Manhattan. C'est un mec qui habituellement joue propre, qui shoot bien, qui perd pas beaucoup de ballons en plus, avec son culot, son adresse, mais surtout son aplomb, son leadership et sa confiance en lui, c'est devenu l'un des chouchous du Madison Square Garden, et ça aussi, ça pourrait compter au moment des votes. Les joueurs appréciés, on sait qu'ils ont beaucoup plus facilement des votes. On peut poursuivre en disant que lui aussi a passé l'été avec Team USA, et que lors de la Coupe du Monde à 27 ans, en plein prime, il a forcément appris de nouvelles choses, et je me dis que ouais, il présente quand même pas mal d'arguments intéressants pour disputer son premier match des étoiles. Aujourd'hui, le succès d'Enix dépend vraiment du meneur plus que de quiconque, je pense, et s'il permet à sa team de se situer à une bonne place dans la conférence au moment des votes, il deviendra alors compliqué de ne pas penser à lui pour lui donner au moins un spot de remplaçant, même si encore une fois pour lui la concurrence sera rude, vu qu'à l'Est, il y a des joueurs comme Damian Lillard, comme Donovan Mitchell, comme Tyrese Haliburton, peut-être Jaylen Brown s'il continue à être considéré comme un guard, même si pour moi il pourrait passer chez les frontcourt, ou encore d'autres joueurs comme Trae Young, Zach LaVine et Jrue Holiday. Mais maintenant on le sait, comme d'habitude, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des joueurs qui te choquent, qui déçoivent aussi, et dans la mesure où il y aura au minimum 5 ou 6 arrières dans la sélection de l'Est, je pense que Brunson peut vraiment espérer pouvoir se faire une place parmi ces noms. Maintenant, je veux parler de Tyrese Maxey, qui devra faire avec la même concurrence que celle de Jalen Brunson à l'Est que j'abordais juste avant, donc une concurrence qui est déjà assez rude, on le sait. Donc lui, Maxey, pour sa 4e saison en NBA, il est quand même attendu très très fort, et encore plus avec la situation de James Harden à Philadelphie qui paraît s'enquister. Parce que si le barbu est envoyé ailleurs tôt ou tard, et qu'un joueur doit faire l'effort pour compenser au maximum ce qu'il a apporté l'an dernier, ce sera bien Tyrese Maxey dans cette équipe des Sixers, personne d'autre. Encore une fois, je trouve que dans les projections, Basketball Référence est assez pessimiste, car selon eux, grosso modo, l'arrière ferait à peu près la même saison que l'an passé statistiquement. Mais ça, c'est oublier que le mec, c'est un mec qui bosse comme un taré à l'entraînement. Chaque année, il progresse. Son éthique de travail, on le lit partout, est complètement élite, et tous les coachs se réjouissent de la charge de travail qu'il est capable de fournir. Et je trouve que saison après saison, ça se voit, et ça porte ses fruits, qui bosse comme un chien. Là, l'objectif de Nick Nurse, en plus d'en faire l'option 2 offensive de son équipe derrière Joel Embiid, c'est de le voir progresser sur son playmaking, et montrer qu'il peut construire aussi le jeu pour ses coéquipiers, sans dire qu'il le fera exactement comme Harden le faisait, il le fera d'une façon différente, mais au moins montrer qu'il peut agir comme un meneur titulaire et un meneur qualitatif. Et là, dans cette optique, voir que son premier match cette saison face à Milwaukee dans une défaite de seulement un petit point de mémoire, voir que dans ce match il a planté 31 points avec des pourcentages très corrects, mais qu'en plus de ça il a pu délivrer 8 passes décisives sans perdre aucun ballon, ça reste incroyablement enthousiasmant. Je n'imaginais pas un Tyrese Maxey qui serait capable d'être aussi propre pour l'ouverture de la saison dans son nouveau rôle. Et puis globalement, quand on voit son début de saison sur les chapeaux de roue, ou sur les 3 premiers matchs, 2 victoires pour une défaite, il tourne à plus de 30 points, plus de 6 rebonds et plus de 6 passes de moyenne au moment du live dans une équipe de Philadelphie qui globalement tourne bien, ouais, il y a de quoi grimper au rideau jusque-là concernant Tyrese Maxey. Son coach personnel, Drew Hanlen, l'affirmait cet été, il disait qu'il serait déçu de ne pas voir un Maxey tourner à au moins 25 points par match cette saison, et à la base, je me disais qu'il était complètement dans l'abus. Sauf qu'à ce jour, force est de constater que sans James Harden dans l'équipe, et avec des responsabilités qui sont accrues, il existe un monde où le jeune homme, là, qui a bientôt 23 ans, il semble capable d'atteindre de tels chiffres de 25 points par rencontre, voire même peut-être plus, s'il continue sur son rythme effréné qu'il a entamé en début de saison. Bien sûr, maintenant, il y a toujours des aspects sur lesquels il doit progresser, notamment la prise de décision, mais sur le petit échantillon qu'on a pu voir cette année, je trouve qu'on a un Maxey qui semble avoir fait quand même un grand bond en avant dans ce domaine par rapport à ce qu'il avait montré lors de la campagne précédente, où parfois en play-off, ça se voyait, notamment face à Boston, il donnait l'impression d'être un petit peu le joueur le moins intelligent sur le terrain. Maintenant, c'est vrai que depuis le début de sa carrière, c'est un joueur qui possède un jeu à risque. Et sa sélection de tirs, parfois, elle soulève de vrais doutes. Mais bon, ces tirs hyper difficiles, là, globalement, qu'à chaque fois, quand il les prend, tu te dis « Oh non !» et puis tu finis par dire aussi « ouais, parce qu'il les met avec des très bons pourcentages. Alors est-ce qu'on peut lui reprocher de prendre ces shoots-là ? C'est difficile. Et au contraire, même, j'ai même pas envie de lui reprocher, parce que c'est ce côté culotté, c'est ce côté imprévisible aussi qui font sa force. Et c'est aussi cette attitude qui est largement appréciée par les fans. Et ça aussi, ça pourrait représenter un élément essentiel quand il sera temps de voter, parce que je le répète, les fans aiment beaucoup quand les joueurs justement ont un côté, quand ils dégagent de l'affect. Les coachs aussi peuvent être pris là-dedans quand il sera temps d'élire les remplaçants. Donc
moi j'aime bien ça, et surtout que dans le jeu plus libre et plus basé sur la circulation de balles que veut prôner Nick Nurse à Philadelphie par rapport à ce que Doc Rivers faisait les années précédentes, on a un Tyrese Maxey qui, avec ses 3 poumons et sa faculté à être constamment en mouvement, à courir en contre-attaque aussi beaucoup, peut vraiment se faire plaisir, et pourquoi pas briller de mille feux. Le dispositif de Nurse semble en tout cas complètement pouvoir donner l'occasion à l'arrière de mettre ses meilleures qualités en avant, et bien sûr que rien que ça peut être très prometteur. À côté de ça, si on a un Daryl Morey et un management, un front office de Philadelphie qui l'a constamment exclu de toutes les discussions de trade possibles cet été, c'est qu'à Philly, on est peut-être conscient du potentiel du joueur et que c'est clair qu'on compte sacrément fort sur lui. Donc clairement, Harden ou non, cette équipe des Sixers, elle semble quand même avoir ce qu'il faut pour s'afficher dans le top 4, voire le top 5 de sa conférence, et si elle y arrive, elle pourra potentiellement prétendre à avoir 2 All-Stars dans cette team. Et là, ne nous mentons pas, derrière Embiid, au vu des espoirs placés en lui et des conditions favorables qui s'offrent et qui s'ouvrent à lui, Maxey, ça pourrait être un candidat obvious pour être ce deuxième All-Star, lui qui a encore quelques mois devant lui pour confirmer définitivement qu'il peut s'affirmer comme la deuxième star de cette équipe des Sixers. Donc ouais, maintenant, pour que Philadelphie ait des ambitions, Joel Embiid, il aura forcément besoin d'aide, et assurément, dans le roster, c'est Tyrese Maxey, le joueur qui semble le plus à même de la lui apporter cette aide. Le chemin qu'a fait l'arrière depuis sa draft est sacrément impressionnant en termes de développement, en termes de progrès, et si maintenant pour lui, il est temps de passer encore un nouveau step pour aller de l'avant, une première sélection All-Star, je pense, pourrait valider ça, et ça semble, pourquoi pas, envisageable. On a un joueur qui a clairement su obtenir un nouveau statut quand Ben Simmons est parti, donc maintenant, à lui de faire maintenant la même chose pendant le drama de James Harden, où forcément il va avoir plus d'opportunités. Donc finissons, avant de parler des mentions, par un autre candidat, et pas des moindres, vu qu'il s'agit de Jamal Murray, vous le voyez sur le visuel. Maintenant, voilà, quand on se rappelle de ce que le meneur a fait dans la bulle en 2020, mais aussi du niveau qu'il a atteint lors des derniers playoffs, qui on le sait tous, ont mené les Nuggets vers le titre, ça paraît hallucinant, limite complètement irrespectueux, de se dire que le Canadien, dans toute sa carrière, n'a jamais été All-Star. Le truc, c'est que lui, on le sait, c'est le genre de joueur qui se surpasse en post-season, et quand arrive le moment des votes un peu, en termes de statistiques individuelles ou collectives, il apparaît que souvent, d'autres candidats paraissent mieux placés. Ajoutons à ça sa vilaine rupture des ligaments croisés, qui lui a permis de jouer que 48 matchs lors de la saison juste après la bulle en 2020-2021, avant de louper toute la campagne 2021-2022, et on comprend pourquoi, justement, depuis cette bulle de 2020, ça n'a jamais été simple de lui trouver une place parmi les All-Stars, surtout si on ajoute à ça que sur le début de la saison passée, il a connu pas mal de restrictions de minutes, et qu'il lui a fallu 3-4 bons mois avant d'être vraiment à 100%. Et donc ouais, il y a des raisons finalement qui peuvent expliquer que au moment des votes, les médias, les joueurs, les coachs, les fans, n'aient jamais pensé à lui quand il s'agissait de lui donner sa première étoile. Sauf que bon, je trouve que cette narrative maintenant, il est temps qu'elle change pour Jamal Murray. C'est un joueur qui mérite d'être All-Star un jour dans sa carrière, j'ai pas de doute là-dessus, et plus ça se fera vite, mieux ce sera pour moi en tout cas. Et ce qui tombe bien, c'est que je pense que ça y est, quel que soit le niveau individuel qu'il affichera, alors que quand je dis quel que soit, non, mais s'il affiche un niveau individuel ne serait-ce que correct, et même s'il doit connaître des difficultés ponctuelles, un peu importe, désormais, le respect de ses pairs, mais aussi des fans, des médias, des coachs, on a un Jamal Murray qui l'a définitivement obtenu. Ajoutons à ça qu'à Denver, les armes semblent largement assez présentes pour continuer à truster les premières places de la conférence Ouest toute la saison, et je me dis que ouais, cette équipe aura besoin de moins 2 All-Stars, qui seront Nikola Jokic et Jamal Murray. J'aime bien Aaron Gordon, mais Jamal Murray doit être au-dessus de lui. Et pourquoi pas Aaron Gordon en 3e All-Star, qui pourrait aussi avoir une première sélection All-Star, mais pour l'instant je vais me limiter à 2 pour cette équipe de Denver, et je pense à Jokic et Murray. En fait, avec lui, même s'il aura affaire avec la même concurrence que Desmond Bane, qui est lourde, on l'a vu, on l'a dit, mais j'ai pas envie vraiment d'avoir à parler de concurrence, tant ça me paraît obvious qu'il mérite au moins une place parmi les remplaçants. En fait, je me dis que la seule chose qui pourrait priver Jamal Murray du All-Star Game, outre une blessure bien sûr, ce serait une équipe des Nuggets qui d'ici décembre galère à rester dans le top 4 de sa conférence. Et ça, en vrai, sauf si blessure de Jokic, encore une fois, j'ai du mal à penser que ça puisse arriver. Et on le voit, sur le début de saison, cette équipe des Nuggets, elle a l'air assez bouillante quand même. Et puis même si le Joker se blesse, imaginez à quel point les stats de Murray pourraient gonfler pendant ce temps-là et le temps qui revienne. Même si d'un coup, c'est vrai que le jeu de l'équipe de Denver pourrait s'en trouver transformé sans la présence de Jokic. Non, pour cette saison, il y a plein d'hypothèses forcément sur ce qui peut se passer en NBA, c'est sûr et certain. Mais parmi celles auxquelles j'ai pensé, parmi celles que j'ai explorées, la majorité mène vers une première sélection All-Star pour Jamal Murray. De plus, après avoir traversé une longue période de rééducation, je pense que la décision qu'il a prise de faire l'impasse sur la Coupe du Monde cet été était plutôt sage,
lui qui du coup a pu commencer cette saison en étant totalement reposé, physiquement comme mentalement, en mode ressourcé, et je trouve ça bien. Ses débuts là avec Denver cette saison, pour l'instant, même si encore une fois l'échantillon est faible, c'est ultra propre, il confirme bien sa ligne statistique de l'an dernier, en tirant avec des pourcentages qui sont déjà impressionnants d'efficacité, et franchement, de ce que je vois sur ce début de saison, le Jamal, je le trouve déter, et là pour le coup, je suis assez d'accord avec les projections de Basketball Référence, il peut clairement atteindre quasiment les 22 points par rencontre, dans une équipe qui serait top 1 ou top 2 à l'Est, voire même top 3 à aller, je me dis que cette ligne statistique, ça devrait amplement suffire pour obtenir ce fameux sésame. Donc voilà, même si normalement, on le sait, la sélection d'un joueur pour le All-Star Game, ça doit se faire en fonction de ce que le joueur a réalisé sur la première partie de la saison, c'est ce que les règles disent. Je pense que les votants auront quand même du mal à oublier ce que Murray a fait lors des derniers playoffs quand il s'agira de valider de bulletins de vote. Et ça aussi, ça me laisse penser que le meneur sera enfin All-Star cette saison. Je pense que le gars, dans ces conditions, même si individuellement il pourrait peut-être un petit peu baisser en régime, il bénéficiera de cette dose d'extra love un petit peu, qui pourrait faire la différence parmi les votants. Avec la suspension de Ja Morant à l'Ouest, il y a une place qui se libère. Avec le départ de Damian Lillard vers Milwaukee aussi, et à ce jour, je trouve que le meneur des Nuggets, il me semble être le mieux placé pour aller chercher une de ses places. Quand on lui pose la question de si elle aimerait être All-Star, il répond toujours la même chose, il dit qu'il pourrait être champion, ok, ça me va bien, et je trouve que c'est une bonne mentalité, mais je me dis que dans quelques mois, Jamal Murray, il pourrait être non seulement champion NBA en 2023, mais aussi All-Star en 2024. Et justement, il faut que je vous livre mes pronostics du jour avec The Bet à propos des Nuggets. Et là, comme vous le voyez, sur The Bet, ils disposent d'une très bonne cote de 6 pour être champion NBA, ce qui veut dire que si vous pariez sur eux et que Denver remporte le titre en back-to-back après la victoire de l'année dernière, vous ferez potentiellement un x6 qui sera super lucratif sur votre mise. Et en fait, ce que j'aime bien avec cette cote de 6 pour Denver, c'est que malgré leur début de saison sur les chapeaux de roue, malgré leur début de saison assez exceptionnel dans la qualité du jeu qu'ils montrent, les Nuggets ne sont que la 3e plus grosse cote en NBA à ce jour, vu que les cotes de Boston et de Milwaukee sont plus élevées. Vu le niveau qu'ils affichent tous les soirs, vu le jeu qu'ils pratiquent, vu le talent incroyable de Jokic, mais aussi le level de Jamal Murray, qui, comme on l'a vu, pourrait obtenir sa première sélection All-Star cette saison, je me dis qu'il y a moyen de faire un bon coup en misant sur eux. Puis ce qu'il faut savoir également, c'est que si vous vous inscrivez avec mon lien avec The Bet, que vous trouverez en description de la vidéo YouTube, vous pourrez doubler votre premier dépôt et remporter jusqu'à 100 balles en free bet. Tout ça, c'est sacrément cool pour faire une espèce de pari de début de saison pour savoir qui finira champion. Maintenant, attention, si vous voyez ce message de prévention qui prend de la place juste en bas, c'est pas par hasard, c'est pas pour s'amuser, parce que oui, les paris, ça peut être fortement addictif. Donc si tu veux t'amuser en misant des petites sommes, ok, les paris c'est là pour ça, mais si t'as pas de thunes et que tu veux faire de l'argent, le mieux c'est pas de parier et d'essayer de devenir millionnaire, le mieux c'est d'aller trouver un taf, y a pas à bégayer, donc tout ça, faut s'en rappeler, on garde bien tout ça en tête, bonne chance à vous. Pour finir, je vous parle forcément de mes mentions, comme je vous l'avais annoncé en début de live. Eux, on va les survoler, et ma première mention, parmi ceux que je n'ai pas cités, même s'il aurait pu en avoir d'autres, je pense à, vous me parliez de Cam Thomas du côté de Brooklyn, mais j'ai du mal à penser qu'il continuera à ce niveau exceptionnel de ce début de saison. Du Jordan Poole aussi, mais je suis pas sûr qu'il puisse obtenir assez de wins. J'ai pensé à Cade Cunningham, qui pour l'instant, même si encore une fois l'échantillon est faible, tourne à 22 points et 8 passes dans une équipe des Pistons qui pour le moment montre plein de belles choses en début de saison, et avec un Cade Cunningham qui, en plus de ça, alors que c'était un petit peu son péché mignon, tourne à des pourcentages plutôt cool. S'il continue à s'imposer en leader dans cette équipe des Pistons et que Détroit poursuit sur sa bonne lancée, peut-être qu'il faudra penser à lui au moment des votes, lui qui, à mon sens, peut faire bien mieux que les 20 points par match que lui projette Basketball Référence. Le 4e joueur dont je vais vous parler, c'est Aaron Gordon, qui certes ne fait pas des stats exceptionnelles, qui tourne autour de 11 points et 4-5 rebonds cette saison, il peut faire un petit peu mieux, il peut justement augmenter ses stats, il a montré qu'il pouvait être un joueur offensif qui faisait au moins le minimum, et on s'en rappelle, l'année dernière il a eu un gros rôle en finale, notamment grâce à sa dimension athlétique, grâce à son côté physique, son côté explosif, et puis sa puissance, tout simplement, qui avait fait beaucoup de mal à cette équipe du 8 de Miami, mais surtout, Aaron Gordon, on le sait, il a un énorme rôle du côté défensif, du côté de Denver. Et Denver, comme on l'a dit quand on parlait de Jamal Murray, il y a un monde où ils peuvent vraiment tout exploser dans la conférence Ouest. On a une équipe de Denver qui réellement peut faire une espèce de saison. Alors je dis pas qu'ils vont battre le record des Warriors et qu'ils vont faire 73 wins, mais j'ai l'impression que beaucoup d'éléments sont réunis pour qu'ils fassent une bonne saison. Alors pour moi, je le disais, il y a deux candidats qui sont obvious du côté de Denver, ce sera Nikola Jokic et Jamal Murray, qui pour moi peut obtenir sa première sélection All-Star
cette saison. Mais on le sait, hein, on l'a déjà vu par le passé, les équipes qui dans le bilan sont très très bien classées ont 3 All-Stars, parfois 4, hein, on se rappelle même de l'équipe d'Atlanta justement qui en avait eu 4 à l'époque. Et donc pourquoi pas ne pas imaginer Denver dominer complètement la ligue en termes de bilan, leur offrir 3 All-Stars, et s'il y a 3 All-Stars, même si les stats offensives d'Aaron Gordon ne sont pas folles, et on sait que ça compte beaucoup, c'est pour ça que je ne l'ai mis que dans les mentions, au niveau du rôle défensif qu'il a, et au niveau justement de cette espèce d'impact et d'importance qu'il a dans tout le dispositif des Nuggets, et notamment en défense, pourquoi pas, lui aussi, obtenir sa première sélection All-Star en carrière. Ou bien, pourquoi pas, Evan Mobley. Si c'est pas Darius Garland, le deuxième All-Star, et que Cleveland a 2 All-Stars, ça peut être Evan Mobley. Parce que lui, encore une fois, j'ai trouvé qu'il avait fait des très bons débuts. Et il confirme surtout les énormes progrès offensifs qu'il a fait. Il tourne pour l'instant à 19 points et 12 rebonds. Encore une fois, on s'enflamme pas, hein, c'est un très faible échantillon. Mais il a un rôle défensif toujours aussi essentiel. Mais de plus en plus, je trouve que offensivement, on va essayer de le chercher. On a JB Bickerstaff qui l'implique un petit peu plus dans ses systèmes. Et lui, il se montre vraiment à son aise offensivement. Il commence à être un petit peu plus polyvalent, à créer, à driver un peu plus, et à montrer qu'il a beaucoup plus de confiance en lui pour marquer des points, et ça c'est prometteur, même si c'est sûr que les Cavs, de façon plus globale, devront montrer un meilleur visage que ce qu'ils ont montré jusque-là sur le début de saison. Mais voilà, je pense qu'à ce rythme, il peut faire beaucoup mieux que les projections de Basketball Référence qui le voient tourner à 17 points et 9 rebonds sur la saison, dans une équipe de Cleveland qui assurément quand même a tous les éléments pour arriver à se montrer un minimum compétitive. Et enfin, c'est le Joker, hein, mais c'est pour m'amuser à le mettre dans les votes, même si je pense que c'est très anticipé de parler déjà de lui, c'est sûr, c'est Victor Wembanyama. Mais le concernant, on le sait, il y a une hype énorme, et malgré quelques difficultés, c'est sûr qu'il a connu lors de ses 3 premiers matchs, hein, parce que au moment de ce live, il a fait 3 rencontres, dans lesquelles il a connu des hauts et des bas, notamment la 3e face aux Clippers. Globalement, on a un Victor qui répond vraiment aux attentes des deux côtés du terrain, lui qui a déjà montré qu'il pouvait avoir un rôle immense, mais aussi s'avérer très clutch dans la victoire face à Houston, où on l'a vu, malgré des difficultés sur son shoot à 3 points sur la première partie de la rencontre, dans la deuxième partie, dans le 4e quart-temps et dans la prolongation, il a énormément pesé pour aller porter San Antonio jusqu'à la win. Et donc moi je me dis, plus la saison va avancer, plus il va être à l'aise dans son rôle, plus il va être à l'aise avec les règles de la NBA, et plus il va faire des stats, et plus il va progresser, même si à mon avis ce sera difficile d'imaginer San Antonio vraiment ambitieux et vraiment compétitif cette saison. Maintenant, qui sait? On sait que autour de Victor Wembanyama, il y a un buzz énorme, ça pourrait inciter les votants. Si San Antonio n'est pas dernier de la conférence et arrive à faire quelques surprises, et qu'on a un Victor qui continue à progresser dans ses stats, et même s'il atteint les stats que Basketball Référence lui projette autour de 19 points et 7 rebonds, ça me semble correct, mais voilà, s'il continue à montrer que défensivement c'est un crack, et que offensivement on arrive à le trouver dans les bonnes dispositions, parce que on sent encore que les joueurs de San Antonio doivent s'adapter à lui, et que lui aussi doit s'adapter à eux, je pense que on n'a pas eu de rookie All-Star depuis belle lurette, depuis Yao Ming et Blake Griffin, et je pense que il y a peut-être un monde, même si je pense qu'il y a peu de chance au vu des résultats collectifs de San Antonio, il y a peut-être un monde où Victor Wembanyama décrocherait sa première sélection All-Star cette saison. Alors, parmi les 10 joueurs que je vous ai présentés, si on fait le classement, justement, après vos votes, parce que à chaque fois, pendant ce live, on vous a demandé, dès que j'avais parlé d'un joueur, tous ceux qui étaient sur le live ont pu participer, est-ce que ce joueur va être All-Star cette année? Et on voit que parmi les 10 que je vous ai présentés, celui auquel vous croyez le moins, c'est Aaron Gordon. Et je peux le comprendre, parce que Aaron Gordon, ça peut pas être le premier ni le deuxième All-Star de Denver, et il a pas les stats non plus pour être All-Star. Pour moi, comme je disais, ce serait dans un monde où Denver écrase la saison, où ils auraient 3 All-Stars, mais je comprends que ça semble un petit peu juste pour Aaron Gordon. Ensuite, vous voyez Evan Mobley. Evan Mobley, qui serait pour vous le 9e qui a le plus de chances d'être All-Star parmi les 10 que je vous ai présentés. À voir. Je comprends aussi que vous ne croyez pas trop en lui. Pour ça, il faut que Cleveland réussisse une saison suffisamment bonne, une première partie de saison en tout cas suffisamment bonne pour avoir 2 All-Stars. S'il y en a 2, ça peut être Darius Garland. Mais pourquoi pas Evan Mobley, qui justement, comme je disais, a beaucoup progressé et continue ses progrès. Et si il arrive à maintenir son rôle en attaque, pourquoi pas l'imaginer être All-Star pour la première fois cette saison. Mais je comprends que vous ne soyez pas trop hypé. En 8e, c'est Paolo Banchero. Paolo Banchero, vous n'y croyez pas trop parce que vous parlez beaucoup de Franz Wagner et je peux le comprendre. Mais comme je disais, pour moi, s'il y a un joueur qui a l'attitude et le charisme pour être franchise player, c'est plus Paolo Banchero que Franz Wagner, même si Wagner fait pour l'instant de meilleures stats. Vous y croyez pas trop en Banchero, peut-être parce que vous croyez pas trop à Orlando. Pour moi, Orlando, ça peut peut-être
être une des équipes surprises de cette saison, et si ça l'est, pourquoi ne pas imaginer Paolo Banchero être All-Star. Mais parmi les équipes surprises de cette saison aussi, il peut y avoir les Pistons de Cade Cunningham, qui se montre très bon lui aussi depuis le début de la saison comme on l'a dit, et qui justement réalise des stats assez impressionnantes, et montre qu'il peut jouer avec une réelle maturité après avoir impressionné tout le monde avec la Select Team cet été. Donc ouais, Cade Cunningham, je l'avais pas mis dans mes 6, c'était ma première mention parce que j'y crois fort, et je comprends que vous le mettiez devant Paolo Banchero. Ensuite, vous avez Victor que je n'aurais pas mis aussi haut, parce qu'il est rookie, et qui du coup arrive à la 2, 3, 4, 5e place de mon classement, donc ça veut dire que vous croyez fort en Victor All-Star, vous étiez 44% à penser qu'il allait être All-Star cette saison. Personnellement, je pense que c'est trop anticipé, mais sait-on jamais. S'il continue à augmenter ses stats, et que la hype autour de lui est folle, et que San Antonio gagne un petit peu plus de matchs que prévu, why not? À mon avis, c'est un peu trop tôt, mais pourquoi pas? En tout cas, Victor All-Star de cette saison, j'ai l'impression que vous y croyez assez fort. Non, j'ai dit des bêtises, Victor n'est pas 5e, mais il est 2, 4, 6e dans votre classement. Parce que le 5e, c'est Desmond Bane. Vous êtes 46% à y croire qu'il va être All-Star cette saison. Pour ça, il faut que Memphis gagne. J'ai aucun doute sur le fait qu'il aura les statistiques suffisantes pour être All-Star, mais si Memphis gagne pas, ça n'ira pas au bout. Ensuite, en 4e place, vous avez Jalen Brunson. Bah ouais, Jalen Brunson qui forcément devra taper fort à la porte pour être All-Star, parce que pour moi aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est lui le leader de cette équipe new-yorkaise, et si quelqu'un doit être récompensé chez les Knicks avec un bon bilan, c'est Jalen Brunson qui doit être récompensé. Ensuite, en numéro 3, vous avez Tyrese Maxey, pas sûr qu'il puisse continuer sur le rythme effréné qu'il connaît depuis le début de la saison, lui qui a été élu joueur de la première semaine, mais qui sait, s'il y arrive à prendre cette place assez exceptionnelle avec l'absence de James Harden, il pourra toquer à la porte pour être All-Star, 2e All-Star de Philadelphie derrière Joel Embiid, si les Sixers arrivent à se montrer un minimum compétitif, et je pense qu'ils en sont au moins un petit peu capables. En 2e, c'est Michael Bridges, qui effectivement ne sera peut-être pas le meilleur scoreur de son équipe, parce qu'en ce moment il y a Cam Thomas devant lui, mais est-ce que Cam Thomas va continuer à ce niveau? Je sais pas, comme on le disait. En tout cas pour moi le leader de ces Nets c'est Michael Bridges, et si ces Nets arrivent à avoir assez de victoires, ouais, je pense que Bridges doit être All-Star. En tout cas il possède toutes les qualités, et je comprends pourquoi il arrive numéro 2 de ce vote. Et en première place, sans surprise, voici Jamal Murray, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, qui comme je disais maintenant a obtenu suffisamment de respect dans toute la ligue pour vraiment mériter d'être All-Star, et je pense qu'il en est capable cette saison. C'est votre numéro 1, et c'est le mien aussi, Jamal Murray. Voilà pour ce qui est de cette vidéo concernant les First All-Stars, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Vous en pensez quoi, vous? Parmi la liste que je vous ai présentée, qui a le plus de chances, selon vous, d'obtenir sa première sélection All-Star cette saison? Et puis sait-on jamais, peut-être que j'en ai oublié, dans ce cas-là, dites-moi leur nom en commentaire. Comme d'hab, ça m'intéresse à fond. Et pour finir, tu connais, si ce contenu t'a plu, pense à lâcher un pouce vers le haut juste en bas de la vidéo, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très vite.